D'accord, merci. Bonjour à tous, je suis Georges Gruitin, donc doctorant à Télécom Paris Tech. Je vais vous présenter un travail qui a été réalisé en collaboration avec Pierre Senelard et Silvieux Magnou, qui s'appelait initialement Exploration adaptative de graphes sous contrainte de budget, mais qu'on a fait évoluer, et qui maintenant a un autre nom, qui est des systèmes extensibles, génériques et adaptifs pour l'exploration thématique. Donc le focus crawling, on va le traduire comme exploration thématique. Alors commençons par la première question. Qu'est-ce que l'exploration thématique? Dans l'exploration thématique, on se place dans un contexte où on a un graphe dirigé. Donc tout le monde sait ce qu'est un graphe dirigé, j'imagine. N'hésitez pas à m'interrompre si ce n'est pas le cas. Ça peut être par exemple un réseau social. Donc les nœuds sont des utilisateurs, les arêtes sont des relations par exemple d'amitié entre les utilisateurs dirigés. Ça peut être le web. Les nœuds sont des pages, les arêtes sont des liens entre ces pages, des hyperliens. Ça peut être un réseau de pair à pair. Les nœuds sont les machines de pairs sur le réseau et les liens sont des relations entre ces pairs. Alors ensuite, dans le cas de l'exploration thématique, on vient ajouter un poids sur les nœuds. Donc on considère que les nœuds ont une valeur différente. Cette valeur, en fait, vient refléter l'intérêt thématique que porte ce nœud. Par exemple, pour vous donner un exemple, si on prend le réseau social, on va dire qu'on est sur Twitter, le poids d'un nœud va être lié, on va s'intéresser au bouton, le poids d'un nœud va être lié au nombre de fois où on compte le mot bouton dans tous les tweets de l'utilisateur. Donc quel est son intérêt par rapport au bouton en tant qu'utilisateur? D'accord ? Vous m'interrompez, hein, si jamais il y a un problème, l'idée c'est que tout le monde comprenne. Alors ensuite, on vient ajouter une deuxième catégorie de poids, qui sont des poids sur les arêtes. Donc là, c'est un peu plus subtil, c'est comment est-ce que le lien entre ces deux nœuds est lié au thème qui nous intéresse. Donc dans notre cas, par exemple, on va regarder un lien entre deux utilisateurs, et on va compter, donc ce lien, ça va être par exemple les tweets qui font une mention d'utilisateur, donc qui font une référence à l'autre utilisateur, et on va regarder si dans ces tweets, il y a le mot bouton. Donc s'il parle de cet utilisateur avec le mot bouton, probablement c'est que l'autre utilisateur est lié aussi au bouton. Donc c'est cette idée de lien thématique. Voilà. Donc on obtient finalement un graphe avec des poids sur les nœuds et des poids sur les arêtes, qui nous permet de modéliser une situation d'exploration thématique. Alors, nous, ce qu'on vient faire là-dedans, c'est que, en fait, on va vouloir faire une opération de crawl, une exploration de ce graphe. Donc, on commence avec quelques nœuds, ce qu'on appelle la seed list, la liste initiale des nœuds, qui vont nous permettre de développer notre exploration. Donc ces quelques nœuds peuvent être choisis aléatoirement, récupérés via une API, etc. Et donc ce qu'on obtient en fait pour cette première liste, ce sont les poids des nœuds que l'on connaît et le poids des arêtes sortantes. Et les arêtes sortantes ainsi que leur poids. Mais on ne connaît pas en fait toute la partie grise que l'on observe ici, et qui reste du domaine à explorer. Donc on ne connaît pas les poids des nœuds sortants. Alors ensuite, ça nous permet de définir la notion de frontière. Donc la frontière sont tous les nœuds qui sont connectés via un nœud sortant des nœuds connus. D'accord ? Alors en fait, cette frontière, on ne connaît pas le poids, une fois de plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une opération d'exploration. Donc on va crawler une node. Donc on va récupérer, là dans l'exemple, la node avec le nœud avec le poids 3. Et donc en faisant ça, on récupère sa valeur et on récupère aussi tous ces liens sortants. Voilà, donc ça, c'est une opération atomique d'exploration. Donc en fait, ça nous permet de définir ce qui va être une séquence de crawl. Ça va être une succession d'explorations telle que en fait, chaque étape d'exploration est valide. Donc c'est-à-dire qu'elle correspond à l'extraction d'un nœud qui est effectivement à la frontière au moment de l'étape. Donc c'est-à-dire la frontière au moment de l'étape, c'est le V0, le graphe initial, union tous les nœuds qui ont été crawlés jusqu'à maintenant. Voilà.
Alors, on s'est intéressé à la question, donc déjà on a défini ce modèle qui est assez général et qui permet d'avoir une vision assez simple et abstraite du problème de l'exploration de thématiques. Et ensuite, on s'est posé notre question, c'est comment construire un système qui va être capable, pour à peu près n'importe quel graphe, de faire une exploration qui rapporte le plus possible. Voilà, donc c'est ça nos systèmes d'exploration thématique. Alors pour ça, on a défini un algorithme générique qui permet en fait de séparer, d'identifier des sous-problèmes liés à cette exploration. Alors là, c'est peut-être un peu difficile à lire, mais on va essayer de le parcourir. Donc on commence, excusez-moi, on commence avec on commence en initialisant des différentes variables, le budget qui nous reste, parce qu'on est dans une situation, on a un budget limité, on a 1000 étapes par exemple, ou 10 000, 100 000. Et on va faire une itération sur ce budget, et à chaque étape, on va faire deux opérations principales. On va estimer la frontière la frontière du graphe qui a déjà été crawlé. Donc on va essayer de regarder, mettre une valeur sur tous ces nœuds à la frontière qu'on ne connaît pas. Et ensuite, on va, à partir de ces valeurs, on va récupérer les nœuds, les nœuds qui nous paraissent les plus pertinents à crawler. Donc on va faire ça avec un pas qui va être ce qu'on appelle le rafraîchissement, R. Donc peut-être qu'on ne va pas vouloir estimer à chaque étape, parce que ça va être trop coûteux. Donc on va vouloir, des fois, on va faire une estimation tous les 100 étapes, par exemple, au lieu de faire une à chaque étape. Donc voilà un peu l'algorithme générique. Enfin, je ne vais pas trop m'attarder, on pourra revenir dessus, et qui nous permet en fait d'identifier deux gros sous-problèmes qui sont l'estimation des nœuds à la frontière et une fois qu'on a cette estimation, quel nœud choisir. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par se placer dans une situation où on suppose qu'on a un estimateur parfait, donc on connaît exactement la valeur des nœuds à la frontière. Ce qui nous permet de voir, de réfléchir à la question de quel nœud on récupère une fois qu'on a l'estimation. Donc pour ça, alors je vais vous résumer très rapidement ce qu'on a trouvé là-dessus, parce que le temps de présentation ne permet pas forcément d'aller en détail sur tous ces points. Mais en gros, ce qu'on a trouvé déjà, c'est que si on a une estimation parfaite et qu'on a un nombre de requêtes grand, donc on peut très facilement explorer quasiment l'ensemble du graphe, eh bien trouver une séquence de crawl optimale est un problème NP difficile. Donc c'est-à-dire que même en conditions parfaites, il est très difficile d'extraire une séquence de crawl, c'est intractable. Ça on l'a prouvé avec une réduction d'un autre problème NP difficile. Ensuite, ce qu'on a observé, c'est que la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il faut une stratégie glouton, c'est-à-dire qu'on récupère toujours le nœud avec le score le plus élevé, ou est-ce que parfois on pourrait se dire on va récupérer un nœud avec un score moins élevé et qui va nous amener sur des parties de graphes qui vont être plus riches. Et finalement, donc pour ça, on a testé des stratégies glouton face à des stratégies glouton, mais avec du probabiliste aussi, de la randomisation, excusez-moi pour cet anglicisme. Et ce qu'on a observé, c'est que des fois, en fait, venir chercher des nœuds de faible valeur peut gagner par rapport au glouton, mais dès qu'on passe sur une taille qui est supérieure à peu près à 1000 nœuds, là, le glouton gagne à tous les coups. Voilà. Ensuite, on s'est posé la question du rafraîchissement de l'estimation, en supposant une estimation parfaite. On s'est rendu compte qu'il y a une dégradation de performance qui est importante si on augmente le rafraîchissement de l'estimation. Voilà. Enfin, je pourrais revenir sur ces points aussi éventuellement. Donc très rapidement, et je vais regarder l'heure quand même pour pas. Donc ça nous a permis d'avoir des premières intuitions sur tout ce qui était de l'ordre de quel nœud récupérer. Donc en gros, on est arrivé à la conclusion assez simple qu'il faut récupérer le nœud qui a le meilleur score estimé. Enfin, voilà, si on a une estimation à peu près correcte, récupérer le nœud qui a le meilleur score et faire un rafraîchissement de l'estimation de 1. Donc ça, déjà, ça mettait une contrainte sur nos stratégies d'estimation. Ensuite, on a regardé en détail la question de l'estimation. Donc comment est-ce qu'on va faire pour estimer ces nœuds à la frontière? Alors, on a regardé plusieurs types d'estimateurs.
Alors, un premier estimateur très naïf, c'est ce qu'on a appelé le BFS, donc inspiré du Breadth First Search, qui consiste tout simplement à dire le score d'un nœud, c'est sa distance par rapport au sous-graphe initial. Donc, donc là, c'est tous les nœuds de distance 1. Donc le sous-graphe initial est en bleu, les nœuds de distance 1 sont en bleu clair. Et ça, ce sont tous les nœuds de distance 2. Voilà, tout simplement. Donc ça nous permet d'avoir un estimateur naïf qui nous donne une sorte de base pour comparer nos autres estimateurs. Ensuite, on a regardé donc voilà la formule, le score de l'estimation, donc bêta de V. Bêta, c'est le poids du nœud, est égal à 1 sur la distance du nœud plus 1. Voilà, tout simplement. Donc plus on est loin, plus le score est faible. Alors ensuite, on a regardé un deuxième estimateur. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais qui était en gros l'état de l'art de l'estimation, qui consistait à faire une double propagation. On va regarder dans le sous-graphe existant qu'on a déjà crawlé, on va faire une sorte de PageRank sur les nœuds du sous-graphe existant qu'on va propager vers les nœuds à la frontière. Voilà. C'est une technique un petit peu ad hoc qu'on a trouvé, mais qui est un papier qui a été publié dans VLDB et qui proclamait qui dépassait toutes les autres techniques jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est le Navigation Rank, comme ils l'ont appelé, le NR. Voilà. Alors ensuite, on a regardé un autre estimateur OPIC qui lui consiste à estimer la valeur du PageRank d'un nœud dans une situation en ligne. Donc c'est-à-dire une situation comme la nôtre, où on a une frontière, donc on n'a pas l'ensemble des informations sur le graphe, mais on peut estimer la valeur du PageRank des nœuds à la frontière. Voilà, donc ça c'était nos estimateurs BFS, NR, OPIC, c'était nos estimateurs un peu de base pour pouvoir comparer après nos stratégies. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé à des caractéristiques des nœuds. Donc déjà on a défini deux choses. Ce qu'on appelle le premier niveau de voisinage, le first level. On a le nœud en rose, qui est le nœud qui est en rouge, le nœud qui nous intéresse, dont on va vouloir estimer le score. Et on va regarder, donc sur first level neighborhood, ça va être ses parents, en fait, tout simplement. Donc on va regarder ses parents, on va regarder un peu leurs caractéristiques. Ensuite, on a regardé aussi le second level neighborhood, où là, on a toujours ce nœud en rouge, on a ce first level, et le second level, c'est les siblings, c'est ses frères et sœurs, quoi. Donc c'est les enfants de ses parents. Voilà. Et grâce à ça, on a défini différents estimateurs, en fait. Bon, là, c'est des formules qui peuvent paraître un peu barbares, mais c'est assez simple finalement. On a dit, par exemple, le score du nœud en rouge, du nœud en rose, ça va être, on va dire que l'estimation va être basée sur la somme des scores de ses parents. Tout simplement, on suppose que si ses parents ont un score élevé, lui va avoir un score élevé. Après, on a regardé d'autres choses. On a dit que c'était la somme des scores des arêtes de ses parents. Après, on a dit que c'était le degré, le nombre de nœuds, le nombre d'arêtes entrantes. Et puis, on a dit que c'était la multiplication du score des arêtes fois le score de ces. Donc, on s'est focalisé sur ces heuristiques assez simples, finalement, qui nous ont permis déjà d'avoir une idée de est-ce que l'information qu'on a sur les parents, sur le first level, et sur le premier niveau et les deuxièmes niveaux, est intéressante et pertinente pour estimer la valeur de ces nœuds à la frontière. Et donc, à partir de là, on a regardé aussi une autre chose qui sont des régressions linéaires. Donc, on s'est dit, en fait, toutes ces heuristiques sont intéressantes, mais peut-être qu'elles marchent différemment à différents moments, donc on va essayer de les mettre dans un modèle de type régression linéaire. Voilà, donc on a créé deux autres estimateurs, LR_FL et LR_SL, qui sont des régressions linéaires basées respectivement sur les estimateurs du premier niveau et du premier niveau plus du deuxième niveau. Alors ça, c'était donc nos premières approches. Et puis on a eu une autre intuition qui a été de dire, qui s'est inspirée du problème du multi-arm bandits
qui est un problème assez connu en apprentissage, où l'idée c'est qu'on a plusieurs... le problème est assez simple, c'est un joueur qui rentre dans un casino avec un budget de 1000 euros, par exemple, il y a 100 machines, il paye 1 euro pour utiliser chaque machine, et il veut savoir comment il veut maximiser ce qu'il va retourner avec ces 1000 euros. Donc en fait, ce qu'il va faire, chaque machine va avoir une distribution différente, et donc il va mettre ses pièces dans les machines et il va apprendre de la distribution de chaque machine. Et après, il va essayer d'exploiter celle qui paraît avoir la meilleure distribution. Donc il a besoin d'équilibrer ce qui va être son exploitation et sa découverte. Parce qu'il va peut-être aussi rater une très bonne machine parce qu'il ne l'a pas testée ou qu'il a eu des mauvaises informations au début. Donc c'est ce qu'on appelle le problème du multi-arm balance. Et en fait, on s'est rendu compte que ça s'adaptait assez bien à notre problème. Dans le sens où finalement, nous, c'est un peu la même question. On a un budget N et on a des estimateurs, donc qui vont être des heuristiques ou même des combinaisons de ces heuristiques. Et on a envie de choisir le bon moment. Donc en fait, on est obligé de tester ces estimateurs, un peu comme on met des pièces dans les machines à sous, et puis de voir ce qui nous retourne et de voir lequel est le meilleur, quoi. Essayer d'exploiter le meilleur. Voilà. Donc ce qu'on a fait. Alors le temps, il me reste combien de temps là? 5 minutes. Alors je vais peut-être passer un peu brièvement sur comment est-ce que ça marche chez Multi-Arm Edit. Je vais juste vous dire un exemple simple. Donc une stratégie pour ça, il y a une stratégie très simple qui est stratégie epsilon, où avec une probabilité epsilon, on va choisir n'importe quelle des machines au hasard. Et avec une probabilité 1- epsilon, on va exploiter celle qui a la meilleure distribution. Donc là, ça va être le average, par exemple. Donc c'est une stratégie simple et qui marche assez bien, en fait. Dans les faits, c'est quasiment une des meilleures stratégies qui existent. Après, on a proposé 2 stratégies. Voilà. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, mais toujours c'est la même logique de trouver un moyen d'équilibrer notre exploitation et notre exploration. Voilà. Donc on avait tous ces estimateurs. Donc on a regardé comment est-ce qu'ils se comportaient et comment est-ce que des systèmes pouvaient réellement fonctionner. La première chose qu'on a regardé, c'est leur temps d'exécution. Sachant que voilà, donc les situations les moins contraignantes, on va dire, c'est par exemple l'API Twitter, où on a 3 secondes entre chaque requête et on est dans un ordre de grandeur de 200 000 nœuds pour un crawl d'une semaine. Donc ça, c'est vraiment le moins contraignant qu'on ait. Donc on s'est dit, bon, un estimateur qui passe pas à l'échelle pour ça, il vaut pas la peine. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a expérimenté ça sur 5 datasets qui sont des datasets d'une part de Wikipédia, où on simule donc un crawl d'un domaine unique, et d'autre part de Twitter. On simule un crawl de Twitter. Donc pour ça, on a utilisé des fonctions de score très proches de ce qui a été défini. Donc on a des datasets assez différents, 2 millions de nœuds, 36 millions d'arêtes, et 17 millions de nœuds, 78 millions d'arêtes, avec des densités différentes en termes de qualité de nœuds. Donc leurs noms en fait correspondent aux mots-clés qu'on a choisis pour les scores. Par exemple, France a une densité importante, il y a 19% des nœuds qui sont non nuls, alors que Bretagne a une densité plus faible, 2%. Voilà. Donc ça a été nos données qui nous ont permis d'expérimenter. Donc ce qu'on a fait, c'est on a choisi pour chaque dataset plusieurs graphes initiaux qui ont été choisis en prenant aléatoirement 50 nœuds parmi ceux non nuls. Et on a fait une moyenne arithmétique des résultats des crawls sur ces 10 sous-graphes différents, ce qui nous permettait d'avoir un score par graphe, et ensuite pour avoir un score sur l'ensemble des graphes, on a normalisé ça avec une baseline à chaque fois, et on a fait une moyenne géométrique. Voilà. Enfin, juste pour vous donner une idée, donc tout ça c'est en ligne, on a mis tout notre code et notre dataset en ligne, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et donc on a mesuré ensuite, on a fait toutes nos expériences avec ce système. Alors ce qu'on observe, donc je vais aller très vite, mais sur les temps d'exécution en fait, c'est que bon, ils sont tous assez performants. On est dans l'ordre de la milliseconde
pour la plupart des estimateurs, sauf quand on passe au deuxième niveau, parce qu'au deuxième niveau, c'est-à-dire pour chaque nœud, on est obligé de regarder les enfants, donc ça fait plus de travail. Et sauf pour le Navigation Rank, qui lui s'effondre complètement en termes de performance et qui nous a pas permis, enfin qui n'était pas satisfaisant par rapport à notre ordre de grandeur. Voilà, donc c'est une complexité quadratique. Donc je termine très rapidement. Et alors ensuite, on a regardé leur précision, donc voir en gros comment est-ce qu'ils se comportent, est-ce qu'ils font une bonne estimation à différents moments. Donc, en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'ils avaient des estimations de différentes qualités à différentes étapes de l'exploration. Donc là, par exemple, on a 4 estimateurs et on peut voir que là, l'estimateur E, donc c'est l'heuristique basé sur la somme des arêtes, se comporte assez mal. Et puis hop, et puis là, elle rattrape l'autre heuristique N qui, elle, se comporte bien. Donc en fait, ça nous a donné cette intuition du multi-bandit, c'est d'avoir différents estimateurs à différents moments. Et donc très rapidement, les résultats sont... alors c'est un peu large, mais en gros, ce qui est intéressant de noter là, c'est qu'on a le multi-bandit qui est ici, et il arrive vraiment à coller toujours au top de l'estimation, parce qu'il choisit toujours le meilleur estimateur. Donc cette stratégie adaptative a marché assez bien, ainsi que la stratégie par apprentissage en régression linéaire. Voilà. Donc ça sont les résultats finaux. Où ce qu'on voit, donc ça c'est le score global. Ce qu'on voit, c'est que multi-bandit a vraiment une bonne stabilité, alors que les autres estimateurs, les heuristiques, ont marché très différemment à différents moments. Voilà, donc ça c'est les différentes étapes du crawl. Voilà, donc juste ce qu'on a vu, c'est on a mis en place un modèle générique pour l'exploration thématique. On a prouvé une NPR NES sur un problème. On a eu des résultats sur le fait qu'il allait avoir un rafraîchissement de 1, stratégie Gluten. Et on a regardé à différents estimateurs qui sont des estimateurs de voisinage. On a fait des régressions linéaires et on a exploré des stratégies de multi-bandits. Et en fait, tout ça nous donne des résultats très satisfaisants. Voilà. Donc les travaux futurs, vu que je touche à la fin, on pourra en discuter éventuellement. Merci. 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 Est-ce qu'il y a quelques questions? Oui. Merci. Je n'ai pas bien compris le contexte d'emploi de ce travail. Ce qui me tracasse, c'est le fait que vous découvriez le graphe comme si vous ne l'aviez jamais vu, alors que dans la vie, on voit bien que dans la vie, on va dire du web, il y a une partie du graphe qu'on a déjà vu plein de fois, et du coup, il est stocké, puis on ne redécouvre pas le graphe à chaque fois. Alors, ça, je pense que ça dépend vraiment des cas d'utilisation. Nous, par exemple, ce projet a été inspiré par un projet européen qui s'appelle Arcomem et qui consiste à créer un outil pour les archivistes des bibliothèques nationales, donc qui gardent une trace de tout ce qui est magazines, journaux, etc. Et eux, par exemple, se sont dit, maintenant, on aimerait garder une trace de Twitter. Et donc, mais ils font une exploration qui va dire, on va garder une trace de Twitter qui parle des élections présidentielles 2012. Donc, en fait, ils créent un crawl sur 2 mois. Et ils veulent tout ce qu'il y a sur les élections présidentielles 2012, et ils veulent que ça tourne comme ça. Donc ils partent de zéro en fait, et ils veulent se créer un jeu de données qui est vraiment élection présidentielle 2012 Twitter. Et du coup, l'utilisateur final s'adresse à eux et pas à Twitter. Voilà. Et du coup, ça s'adresse à ces gens-là. Après, l'autre cas de figure, c'est typiquement une entreprise qui veut savoir ce qui se passe sur son compétiteur. Donc ce qu'elle va faire, c'est faire une recherche Google. Et puis après, éventuellement, un peu de crawl, mais alors que là, ils peuvent créer un système de crawl qui va aller explorer en profondeur les pages qui les intéressent. Mettons Motorola qui s'intéresse à Samsung, ils récupèrent tout ce qu'il y a sur Samsung, donc ils se créent leur jeu de données avec leur propre exploration. L'aspect thématique est quand même créer des situations où vraiment on ne connaît pas le graphe, parce que ce graphe dépend des mots-clés, du champ thématique auquel on s'intéresse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Cédric.
Je fais mon exercice. Oui, juste si tu pouvais dire un mot sur le choix des seeds, parce que je pense que ça impacte vraiment les résultats. Hein, enfin, en exploration, il y a des nœuds qui sont plus importants. Est-ce que vous avez essayé de regarder, suivant la nature du nœud, les résultats que vous obtenez, la qualité des résultats que vous obtenez en fonction de la nature du nœud? Oui, en fait, c'était une de nos premières pistes, on a regardé ça. Donc, quel est l'impact du choix initial des nœuds? Et finalement, ce qu'on a observé, c'est que quand on est dans des crawls de l'ordre de grandeur de 100 000 nœuds, finalement, si on commence avec 50, 100 nœuds, bah, ça ne change pas énormément. Et donc, il n'y avait pas énormément de variabilité selon les sous-graphes initiaux. Donc, pour ça, on a fait une moyenne sur 10 sous-graphes. Et finalement, c'est une moyenne à peu de variabilité, enfin, peu d'écart type. Surprenamment. Parce que au bout de 100 000 nœuds, en fait, on a suffisamment. Enfin, finalement, on couvre la même portion du graphe. S'il y a une vraie stratégie d'exploration, on récupère ce qu'il y a de plus intéressant, et puis et la différence n'est pas fondamentale, quoi. Après, sur des graphes, sur des crawls beaucoup plus courts, là, par contre, il y a beaucoup plus d'importance, en effet. Mais on s'est concentré, c'est vrai, sur des crawls plus dans la durée que sur des crawls très très courts. D'ailleurs, c'est un futur. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le future work, mais ouais, la question des crawls très courts, très dynamiques est vraiment à poser parce qu'il y a énormément de variabilité. En même temps, c'est plus dur d'avoir des résultats robustes là-dessus. Donc je complète la question parce qu'il y a la variabilité des nœuds effectivement et la distribution. Vous avez une idée là de quel impact va avoir la distribution sur votre crawler? Alors oui, on a regardé ça donc en choisissant justement des jeux de données avec des distributions très différentes. Ouais. Donc si je remets juste le graphe, le tableau, donc là on a vraiment, on n'a pas du tout les mêmes pourcentages, vous voyez, sur ce qui va être, sur la densité des nœuds. Là on est à 2%, là on est à 11%. Pareil sur la densité des arêtes, on n'a pas du tout les mêmes pourcentages. Et en fait, donc justement, ce qu'on s'est dit et ce qu'on a observé, c'est clairement qu'il y a ça change complètement la donne en termes de quelle heuristique va marcher selon la situation. Et en fait, on a essayé de s'abstraire de ça en se concentrant sur l'adaptabilité et en se disant on va être capable de créer des systèmes qui marchent, que ce soit à 20% de nœuds ou à 2%. Et parce que justement, ils vont avoir toutes ces heuristiques à leur disposition qu'ils vont choisir en fonction des heuristiques. Mais en effet, ça impacte complètement les stratégies de crawl qu'on peut avoir. D'autres questions? Bien, bon, on va encore vous remercier. Merci.